Sortez de mon lit, tout de suite !» Le cri furieux d'un homme résonna dans la suite présidentielle, la plus luxueuse de Paris. En pleine nuit, après une journée épuisante, le milliardaire Jean-Baptiste de Courcy rentra et resta pétrifié en découvrant une femme inconnue, profondément endormie sur son propre lit. Qui était-elle? Et pourquoi se trouvait-elle là? Ce n'était pas qu'une simple erreur. C'est le début d'une histoire d'amour semée d'embûches, d'un scandale capable d'ébranler l'élite française. Une femme de chambre d'origine africaine pourrait-elle trouver le bonheur aux côtés de l'héritier d'une des familles les plus puissantes, ou les préjugés sociaux et l'opposition implacable d'une mère cruelle les plongeront-ils dans une tragédie? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les récits d'amours inattendus, de passions interdites et de destins croisés sous les lumières de la scène, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos captivantes. Et dites-nous en commentaire, d'où venez-vous? Paris, Marseille, ou peut-être un coin plus lointain du monde. Partagez pour que d'autres découvrent ces histoires émouvantes. Les rues Sidi et les rues de Paris s'embrasaient d'une lumière argentée sous la pluie fine de ce début juin. Les pavés luisaient, reflétant les néons des boutiques de luxe et les phares des voitures qui glissaient lentement dans les embouteillages du premier arrondissement. Sous l'immense porche dorée de l'hôtel Le Meurice, Jean-Baptiste de Courcy avançait à grands pas, son manteau sombre flottant comme une ombre impérieuse. À 35 ans, il était l'incarnation du pouvoir, PDG d'un empire du luxe, héritier d'une dynastie qui façonnait l'élégance française depuis des générations. Son visage, taillé comme une sculpture classique, trahissait pourtant une tension palpable. Une réunion cruciale avec des investisseurs de Dubaï venait de s'effondrer, laissant un goût amer dans sa bouche. Les chiffres dansaient dans sa tête, et chaque seconde perdue semblait une insulte à son contrôle obsessionnel. Il consulta sa montre en or, un héritage de son grand-père, et jura à voix basse. Le temps, cet ennemi implacable, le poursuivait. Il devait traverser la ville pour un dîner d'affaires urgent, et cette pluie incessante ne faisait qu'aggraver son humeur. Les passants s'écartaient instinctivement sur son passage, comme s'ils sentaient l'aura d'un homme habitué à commander. Mais sous cette façade d'acier, une frustration bouillonnait. Jean-Baptiste détestait l'échec, et ce jour-là, il en portait le poids comme une blessure ouverte. De l'autre côté de la rue, sous le même porche majestueux, une silhouette plus frêle se hâtait. Amara Diop, 25 ans, originaire du Sénégal, portait un uniforme de femme de chambre usé jusqu'à la trame. Ses cheveux tressés étaient soigneusement noués sous un foulard, mais ses yeux, d'un brun profond, trahissaient une fatigue écrasante. Elle venait de terminer un double service de 16 heures à l'hôtel, un marathon qui lui laissait à peine la force de tenir debout. Dans sa main, un gobelet de chocolat chaud, acheté à la hâte au distributeur des employés, dégageait une chaleur réconfortante. Elle devait attraper le dernier train RER pour Montreuil, où sa petite sœur, Léa, l'attendait, malade et dépendante de médicaments coûteux. Chaque pas d'Amara était un combat contre l'épuisement. Chaque minute une course contre la montre pour ne pas rater ce train. Sous la pluie, leur monde allait se percuter. Amara, les yeux baissés, accéléra, son esprit perdu dans les factures de médical et les toux persistantes de Léa. Elle ne vit pas Jean-Baptiste, imposant et pressé, émerger de l'ombre du porche. Lui, absorbé par ses pensées, ne remarqua pas la jeune femme qui courait vers la sortie. L'impact fut brutal. Le gobelet d'Amara s'écrasa contre la chemise blanche immaculée de Jean-Baptiste, projetant une tache brune, qui s'étala comme une offense. Le liquide brûlant traversa le tissu, lui arrachant un grognement de douleur. Amara recula, horrifiée, son gobelet vide tombant sur le sol mouillé. Un silence tendu s'installa, seulement brisé par le murmure de la pluie,
et les regards curieux des employés à l'entrée. Jean-Baptiste baissa les yeux sur sa chemise, désormais ruinée, puis les releva vers Amara. Son regard était une lame de glace, coupante et dédaigneuse. Il ne cria pas, mais sa voix, basse et contrôlée, portait une colère froide. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et il laissa tomber un commentaire cinglant, chargé de mépris pour cette femme qu'il percevait comme une intruse dans son monde d'opulence. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme un symbole de désordre, une tache sur son univers ordonné. Amara, pétrifiée, sentit son cœur s'effondrer. Ses chidonis, ses mains tremblaient, droites, et ses joues s'empourprèrent sous l'humiliation. Elle balbutia des excuses, sa voix tremblante à peine audible sous le poids de la honte. Elle était habituée au regard désapprobateur, aux murmures sur son accent ou sa peau sombre, mais cette rencontre était différente. Cet homme, avec son costume taillé sur mesure et son assurance écrasante, semblait incarner tout ce qu'elle n'était pas. Riche, puissant, intouchable. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard, sentant le gouffre entre leurs mondes s'élargir à chaque seconde. Autour d'eux, les employés du Meurice observaient la scène, certains avec curiosité, d'autres avec un amusement cruel. Une femme de ménage, collègue d'Amara, chuchota à une autre, un sourire narquois aux lèvres. Le mot « africaine » flottait dans l'air, teinté de mépris, comme si la couleur de sa peau expliquait à elle seule cet incident. Amara sentit chaque mot comme une aiguille, mais elle redressa les épaules, refusant de se briser devant eux. Elle ramassa son gobelet vide, les doigts crispés, et s'éloigna rapidement vers la sortie, ignorant les regards qui la suivaient. Jean-Baptiste, immobile, essuya distraitement sa chemise, son esprit déjà ailleurs. Il ne prit pas la peine de la suivre des yeux. Pour lui, elle n'était qu'un désagrément passager, une erreur à oublier. Il fit signe à un portier de lui appeler une voiture et s'éloigna sous la pluie, son esprit focalisé sur le dîner à venir. Mais quelque part, dans un coin de sa conscience, l'image de cette jeune femme, ses yeux épuisés mais pleins de défis, s'attardait. Il la chassa, irrité par sa propre distraction. Amara, de son côté, courut sous la pluie jusqu'à la station de métro, son cœur battant à tout rompre. Elle avait manqué son train. Elle s'adossa contre un mur, luttant contre les larmes qui menaçaient l'homme de couler. Les paroles de Jean-Baptiste, le mépris des employés, tout se mêlait dans un tourbillon d'humiliation. Elle pensa à Léa, seule dans leur petit appartement, et à l'argent qu'elle devait économiser pour ses médicaments. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait le mépris, mais aujourd'hui, il semblait plus lourd, plus personnel. Elle serra les poings, déterminée à ne pas laisser cet incident la briser. Elle ne savait pas encore que cette rencontre, aussi brutale fût-elle, allait changer le cours de sa vie. Sous les lumières vacillantes de Paris, deux âmes que tout opposait venaient bonnie de se croiser. La pluie continuait de tomber, effaçant les traces du chocolat chaud sur le sol, mais pas l'empreinte de cette collision dans leurs esprits. Quelque chose s'était enclenché, invisible mais inéluctable, comme un fil tendu entre deux mondes que tout semblait condamné à ne jamais se rejoindre. La nuit enveloppait Paris d'un manteau sombre et humide, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées sur les toits. Jean-Baptiste de Courcy franchit enfin le seuil de sa suite royale, à l'hôtel Le Meurice, épuisé par un dîner d'affaires interminable. Ses pas résonnaient sur le marbre poli du couloir, chaque écho rappelant les négociations tendues qui avaient suivi son fiasco avec les investisseurs. Son esprit bouillonnait encore de chiffres et de stratégies, mais son corps réclamait le repos. Il poussa la lourde porte ornée d'or, anticipant le silence apaisant de son sanctuaire privé. La suite, un palais miniature surplombant la rue de Rivoli, était son refuge. Meubles Louis XVI, tapis persans, et ce lit king-size immense, symbole de son statut intouchable. Mais ce soir-là, quelque chose clochait.
Une odeur subtile, mélange de fatigue et de produits de ménager, flottait dans l'air. Jean-Baptiste alluma la lumière tamisée, et son cœur manqua un battement. Au centre du lit somptueux, une femme dormait profondément, son corps menu recroquevillé comme pour se protéger du monde. Elle portait l'uniforme froissé d'une femme de chambre, ses tresmes sombres, étalés sur l'oreiller en soie. Un balai et un chiffon gisaient à ses côtés, comme si elle s'était effondrée en plein travail. Qui osait envahir ainsi son espace? Son premier réflexe fut la fureur. Il attrapa le téléphone fixe, prêt à appeler la sécurité et à faire expulser cette intruse. Pourtant, il hésita. S'approchant doucement, il observa son visage, des traits fins, marqués par l'épuisement, une peau d'un brun chaud qui contrastait avec les draps immaculés. Ses lèvres tremblaient légèrement et une fine couche de sueur perlait sur son front. Intrigué malgré lui, Jean-Baptiste posa une main sur son front. Elle brûlait de fièvre. Un frisson le traversa, non de colère, mais d'une compassion inattendue. Cette femme n'était pas une voleuse, elle était brisée par la fatigue. Il se rappelait vaguement l'incident de l'après-midi. La collision sous le porche, le chocolat chaud renversé, ses yeux baissés sous son regard dédaigneux. Était-ce elle, la même qui avait osé le défier par sa simple présence? La colère initiale s'estompa, remplacée par une curiosité troublante. Jean-Baptiste, habitué à tout contrôler, se sentait désarmé. Il retira sa main, observant sa respiration saccadée. Elle murmura dans son sommeil, un mot en wolof peut-être, évoquant une sœur ou une maison lointaine. Pour la première fois depuis longtemps, il pensa à sa propre solitude, un empire bâti sur le vide émotionnel, une mère qui dictait chaque pas. Au lieu d'appeler la sécurité, il alla chercher une couverture supplémentaire dans l'armoire et la posa délicatement sur elle. Puis, il s'installa sur le sofa du salon attenant, allumant son ordinateur portable pour travailler. La nuit s'étira, rythmée par les sons de la ville et les ronflements légers d'Amara. Jean-Baptiste ne dormit pas. Il veilla, son esprit oscillant entre irritation et une étrange tendresse. Au petit matin, les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux de velours, baignant la suite d'une lueur dorée. Amara s'éveilla en sursaut, son corps raidi par la panique. Où était-elle? Le lit trop confortable, les meubles luxueux, tout hurlait l'erreur. Elle se redressa, les yeux écarquillés, et croisa le regard de Jean-Baptiste, assis en face d'elle, une tasse de café à la main. Son expression était indéchiffrable, un mélange de froideur et d'observation attentive. Amara bondit du lit, son uniforme chiffonné tombant en plis disgracieux. « Mon Dieu, je suis désolée, » balbutia-t-elle, le cœur battant. Elle se rappelait maintenant le train manqué, la permission du gérant pour une chambre vide, la confusion des clés. Mais ceci, c'était un cauchemar. Jean-Baptiste posa sa tasse, se levant lentement. Il ne cria pas, mais sa voix porta une autorité tranchante. Il la dévisagea, notant chaque détail. Sa peau sombre, son accent teinté d'Afrique, sa posture humble. « Vous avez dormi dans mon lit », dit-il simplement, comme si cela suffisait à la condamner. Amara sentit le mépris affleurer. Il la comparait implicitement à ces immigrés manquant de professionnalisme, ces ombres qu'il évitait dans les rues de Paris. Elle rougit, mais une étincelle de défi s'alluma dans ses yeux. « Je n'ai pas voulu. J'étais épuisée, fiévreuse. Je nettoyais et... » Sa voix se brisa, mais elle releva la tête. « Je ne suis pas une intruse. Je travaille dur, comme tout le monde. » La tension monta d'un cran. Jean-Baptiste s'approcha, son ombre la dominant. Il pouvait la faire renvoyer d'un claquement de doigts, et une partie de lui en avait envie, pour rétablir l'ordre, pour effacer cette perturbation. Pourtant, la fièvre qu'il avait sentie, la vulnérabilité qu'il avait vue, le retenaient. « Et si je vous dénonçais » lança-t-il, testant sa réaction. Amara serra les poings,
pensant à Léa, à leur facture. Faites-le. Mais sachez que je ne suis pas l'une d'elles, ces immigrés d'Aran que vous méprisez. J'ai une sœur malade, un loyer à payer. Ces mots, chargés de fierté blessée, frappèrent Abou Jean-Baptiste comme un écho de sa propre rigidité. Il ne la dénonça pas. Au lieu de cela, il la laissa partir, avec un hochement de tête réticent. Mais les murmures commencèrent, dès qu'Amara quitta la suite. Dans les couloirs du personnel, les collègues chuchotaient « Cette fille est noire, toujours à causer des problèmes. Dormir dans la chambre d'un VIP, c'est suspect. » Les regards en coin, les rumeurs sur sa conduite douteuse, tout amplifiait son humiliation. Amara rentra chez elle en RER, le corps encore faible, mais l'esprit en feu. Elle jura de prouver sa valeur, ignorant que cette nuit avait fissuré les murs de Jean-Baptiste. Pour lui, le monde n'était plus aussi ordonné. Une brèche s'était ouverte, laissant entrer l'inconnu. Les jours suivants s'écoulèrent comme un fleuve tranquille, en surface, mais agité de courants profonds sous les eaux calmes de l'hôtel Le Meurice. Jean-Baptiste de Courcy, habituellement nomade entre ses bureaux et ses voyages d'affaires, décida inexplicablement de prolonger son séjour dans la suite royale. Officiellement, c'était pour consolider des négociations en suspens. En réalité, une ombre le retenait. L'image persistante de cette femme de chambre, Amara, dont le sommeil fiévreux avait ébranlé son univers ordonné. Chaque matin, il se surprenait à guetter les bruits dans le couloir, espérant ou craignant de la voir pousser la porte avec son chariot de nettoyage. Il se convainquit que c'était de la curiosité, rien de plus. Pourtant, il passa un appel discret à la réception. Dorénavant, seul Amara Diop serait assigné à sa suite, une requête inhabituelle pour un homme comme lui, habitué à l'anonymat des services. Amara, de son côté, affrontait les lendemains avec une détermination farouche. Les rumeurs du personnel l'avaient atteinte comme des flèches empoisonnées. On chuchotait sur sa nuit dans la chambre d'un VIP, sur sa peau sombre qui, selon certains, n'avait rien à faire dans un palace comme celui-ci. Ces Africaines, toujours à chercher des raccourcis, murmuraient les collègues dans les vestiaires, leurs deux regards chargés de suspicion. Elles serraient les dents, enchaînant les doubles shifts pour payer les médicaments de Léa, dont les crises d'asthme s'intensifiaient avec l'humidité parisienne. Chaque trajet en RER depuis Montreuil était une épreuve, 2 heures de solitude où elle repensait à cet homme froid, à son regard qui l'avait jugé en un instant. Pourtant, quand elle apprit qu'il la réclamait spécifiquement, un mélange d'appréhension et d'intrigue la saisit. Était-ce un piège ou quelque chose d'autre? Les premiers jours furent tendus. Amara entrait dans la suite tête baissée, évitant tout contact visuel, se concentrant sur les tâches, épousseter les meubles anciens, changer les draps immaculés, polir les miroirs qui reflétaient dans son propre épuisement. Jean-Baptiste, souvent présent, feignait l'indifférence, travaillant sur son ordinateur ou consultant des documents. Mais il l'observait à la dérobée, sa grâce silencieuse, ses mains agiles malgré la fatigue, son murmure en wolof quand elle croyait être seule. Un soir, il laissa intentionnellement un livre sur la table de chevet. Les Misérables, de Victor Hugo, un classique qu'il avait relu récemment. Amara le remarqua en rangeant, hésita, puis le toucha du bout des doigts, comme si c'était un trésor interdit. Le lendemain, elle osa un commentaire timide en posant le plateau du petit déjeuner. « C'est un beau livre. J'aime comment Hugo parle des oubliés. » Jean-Baptiste leva les yeux, surpris par sa voix douce. Pour la première fois, il répondit sans mépris « Vous l'avez lu ?» Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une intelligence qu'il n'avait pas anticipée. « À l'école, au Sénégal, et ici, quand j'ai le temps. » Une conversation naquit, brève mais électrique. Il apprit son rêve d'ouvrir une petite pâtisserie,
inspiré des saveurs de son enfance. Mangue mûre, épices chaudes. Elle entrevit sa solitude derrière la façade, des voyages incessants, une mère exigeante. Ces échanges étaient des fils ténus, tissés dans le silence de la suite, loin des yeux indiscrets. Mais les ombres planaient. Les collègues d'Amara, jaloux ou méfiants, amplifiaient les ragots. Une femme de ménage plus âgée la coinça dans le couloir. « Tu crois que ton sourire et ta peau exotique vont te faire grimper l'échelle? Les clients comme lui ne voient en toi qu'une distraction passagère. » Les mots, chargés de racisme voilé, la transpercèrent. Amara riposta intérieurement, mais extérieurement, elle baissa les yeux, habituée à ces attaques qui visaient non seulement sa position, mais sa couleur de peau. « Une immigrée qui séduit les riches, » murmurait-il, transformant son travail acharné en intrigue sordide. Cela ravivait des blessures anciennes, les regards dans le métro, les refus d'emploi pour manque d'intégration. Son combat intérieur s'intensifiait. Elle voulait fuir, mais l'argent pour Léa la retenait. Un après-midi orageux, la tension éclata. Amara terminait son service quand le gérant, un homme austère aux préjugés mal dissimulés, la convoqua dans son bureau exigu. « Des plaintes circulent sur votre proximité avec Monsieur de Courcy, » lança-t-il, son regard glissant sur sa peau comme sur une tache. « Des employés disent grand que vous passez trop de temps dans sa suite, et franchement, une femme comme vous, venue d'Afrique, n'a pas sa place à flirter avec nos clients VIP. Cela ternit la réputation du Meurice. » Amara sentit la rage monter, ses poings se serrant. « Je ne flirte pas, je fais mon travail. Est-ce ma couleur qui vous dérange ?» Le gérant rougit, mais persista. « Soyez réaliste, des gens comme vous causent des problèmes. Considérez cela comme un avertissement ou un renvoi imminent. » Le cœur battant, Amara sortit du bureau, les larmes aux yeux, mais la tête haute. Elle croisa Jean-Baptiste dans le couloir, qui avait entendu des bribes par une porte entrebâillée. Sans un mot, il intervint plus tard, un appel discret à la direction pour calmer les choses. Mais cela ne fit qu'accroître son propre tourment. Pourquoi protégeait-il cette femme? Était-ce de la pitié ou quelque chose de plus profond qui défiait ses propres préjugés sur la classe et la race? Assis seul dans sa suite ce soir-là, il écouta un disque d'Éric Satie qu'il avait laissé pour elle, les notes mélancoliques résonnant comme un écho de son âme fissurée. Et vous, chers auditeurs, si cette histoire vous captive, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des chapitres suivants. Partagez vos impressions en commentaire et dites-nous d'où vous venez. Restez connectés pour la suite de ce destin croisé sous les lumières de Paris. Les soirées parisiennes prenaient une teinte dorée à mesure que le soleil se couchait sur la Seine, ses reflets dansant comme des promesses chuchotées à l'horizon. Jean-Baptiste de Courcy, habitué aux dîners protocolaires et aux négociations feutrées, se surprit à ressentir une excitation inhabituelle ce soir-là. Depuis les échanges volés dans sa suite, une connexion invisible s'était tissée avec Amara, comme un fil d'or reliant deux mondes opposés. Il avait osé l'inviter à une promenade, loin des murs étouffants du Meurice, prétextant une pause bienvenue dans son emploi du temps chargé. « Juste une balade le long du fleuve », avait-il dit, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il masquait d'ordinaire. Amara avait hésité, ses yeux sombres, scrutant les siens à la recherche d'un piège. Mais quelque chose en elle, une curiosité naissante, un besoin d'échapper à la routine écrasante, l'avait poussé à accepter. Ils se retrouvèrent au crépuscule, près du jardin des Tuileries, où les statues antiques veillaient sur les allées ombragées. Amara arriva en tenue simple, un manteau usé sur sa robe modeste, contrastant avec le costume impeccable de Jean-Baptiste. Elle marchait à ses côtés, les mains dans les poches, évitant les regards des passants qui semblaient déjà les juger. La conversation débuta timidement
sur des banalités, la beauté des ponts illuminés, le murmure de l'eau contre les quais. Mais bientôt, les mots devinrent plus profonds, comme si la nuit les libérait de leurs chaînes. Jean-Baptiste parla de son enfance solitaire dans les châteaux familiaux, de la pression étouffante de l'héritage de Courcy, où chaque erreur était une faille impardonnable. « J'ai toujours dû être parfait », avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement sous le poids des souvenirs. Amara l'écouta, touchée par cette confession inattendue d'un homme qu'elle avait d'abord vu comme un mur de glace. À son tour, elle se confia, sa voix douce portée par le vent du fleuve. Elle raconta son arrivée en France, fuyant la pauvreté du Sénégal pour un avenir meilleur, les nuits passées à étudier sous une lampe vacillante, les emplois ingrats pour subvenir à Léa. « Ma sœur est tout pour moi », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Son asthme, c'est comme une ombre qui nous suit partout, mais je me bats, chaque jour. » Jean-Baptiste fut captivé par sa résilience, cette force tranquille qui contrastait avec les femmes sophistiquées de son entourage. Pour la première fois, il vit en elle non une employée, mais une égale, une âme forgée dans l'adversité, dont la beauté intérieure éclipsait les artifices du luxe. Leurs rires fusèrent quand elle décrivit ses tentatives maladroites de pâtisserie, imaginant un jour son propre petit commerce rempli d'arômes africains et français mêlés. Pourtant, l'ombre des pressions sociales planait, insidieuse et omniprésente, tandis qu'il déambulait, des regards hostiles les suivaient. Un couple âgé murmura assez fort pour être entendu. « Regarde ça, une Africaine qui joue les princesses d'Epispi avec un blanc riche, typique des chercheuses d'or. » Amara tressaillit, son sourire s'effaçant comme une flamme sous la pluie. Jean-Baptiste serra les poings, mais elle posa une main apaisante sur son bras. « Laisse, j'y suis habituée, » dit-elle, mais sa voix tremblait. Au travail, les ragots s'amplifiaient. Collègues la surnommaient « la petite Africaine qui monte », insinuant qu'elle usait de charmes exotiques pour gravir les échelons. Une femme de ménage jalouse la confronta dans les vestiaires. « Tu crois que ton teint sombre va le séduire? Il te jettera comme une vieille en paire de chaussures quand il en aura assez. » Ces mots, chargés de racisme pur, creusaient des plaies profondes, ravivant les discriminations quotidiennes. Les contrôles aux faciès dans le métro, les refus d'appartements pour manque de garantie. Malgré cela, leurs liens se renforçaient. Sur le pont des Arts, ils s'arrêtèrent, contemplant les cadenas d'amour accrochés aux joncs-rambardes. Jean-Baptiste, impulsivement, prit sa main. « Avec toi, je me sens vivant », confia-t-il, son cœur battant comme celui d'un adolescent. Amara rougit, mais répondit avec une honnêteté brute. « Et moi, je vois en toi plus qu'un patron. Mais le monde nous regarde, et il n'aime pas ce qu'il voit. » Ils rirent ensemble, un moment de pure joie, leurs visages illuminés par les lumières de la ville. C'est alors que le flash crépita, discret, mais fatal. Un paparazzi, tapi dans l'ombre, captura l'instant, leurs sourires complices, leurs mains entrelacées, sur le pont iconique. La photo se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, titrée « L'héritier de Courcy et sa conquête exotique, scandale en vue ». Les commentaires affluaient, venimeux et racistes. Une immigrée qui menace le patrimoine français, retourne en Afrique, où il salit son nom avec cette fille de la brousse. Amara, de retour chez elle, découvrit l'horreur sur son téléphone. Des messages haineux, des appels anonymes la traitant de parasite noir. Elle se recroquevilla sur son lit, Léa endormie à ses côtés, sentant le poids du monde s'abattre. Jean-Baptiste, alerté par son assistant, tenta de la joindre, mais elle ne répondit pas, terrifiée par cette tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Le lendemain, les harcèlements s'intensifièrent. Des inconnus la suivirent dans la rue, criant des insultes raciales. « Rentre chez toi, sale africaine !» Au Meurice,
Les collègues la regardaient avec un mélange de pitié et de triomphe. Amara se cacha dans les toilettes, les larmes coulant silencieusement. Son rêve d'une vie simple brisé par cette exposition cruelle. Jean-Baptiste, furieux, jura de la protéger, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début d'une bataille contre un système impitoyable. Leur amour, naissant et fragile, était désormais une cible, menacée par les vents violents de la société. Les lumières de Paris, si romantiques la veille, semblaient désormais des projecteurs accusateurs braqués sur la ville entière. Le lendemain de la promenade fatidique sur le pont des Arts, la photo volée explosa comme une bombe dans les médias. Les tabloïds s'en emparèrent avec voracité. L'héritier de Courcy et sa mystérieuse compagne, amour ou scandale, titrait l'un, tandis qu'un autre, plus vicieux, insinuait la femme de chambre africaine qui conquiert les sommets parisiens. Jean-Baptiste de Courcy se réveilla avec son téléphone vibrant d'appels frénétiques. Son assistant, paniqué, lui lisait les headlines. Sa mère, Éléonore, laissait des messages vocaux glaciaux, exigeant des explications. Dans son penthouse surplombant la Seine, il fixa l'écran, le cœur serré. Ce qui avait été un moment intime était maintenant disséqué publiquement, exposé aux jugements impitoyables d'une société obsédée par les apparences. Amara Diop, dans son modeste appartement de Montreuil, découvrit l'horreur au petit matin. Léa, sa sœur, agitait le journal du quartier avec excitation enfantine. « C'est toi, grande sœur, avec un prince !» Mais Amara blêmit, sentant le sol se dérober. Les reporters campaient déjà devant son immeuble délabré, leurs caméras avides capturant chaque détail sordide. Les murs écaillés, les enfants jouant dans la rue, l'odeur de cuisine épicée flottant des fenêtres. « Amara, parlez-nous de votre relation avec de Courcy !» criait-il, leurs micros tendus comme des armes. Elle se barricada chez elle, le téléphone saturé de messages haineux. « Retourne en Afrique, profiteuse !» ou « Tu salis la France avec tes manigances !» Son monde s'effondrait. Les voisins, autrefois indifférents, la regardaient maintenant avec suspicion, murmurant sur « cet immigré qui joue les cendrillons ». Au Meurice, l'atmosphère était électrique. Le gérant la convoqua dans son bureau, son visage rougeau trahissant un mélange de dégoût et de triomphe. « Votre liaison fait scandale. Les clients se plaignent, les médias nous assaillent. Une employée comme vous, d'origine étrangère, ne peut plus représenter notre établissement. » Amara sentit la bile monter. Ce n'était pas seulement son travail qu'on lui arrachait, mais sa dignité. « C'est à cause de ma peau, n'est-ce pas? Pas de l'amour. » Le gérant haussa les épaules. « Soyez réaliste, les gens comme vous attirent tard les ennuis. Vous êtes renvoyée, effective, immédiatement. » Elle quitta l'hôtel tête haute, mais à l'intérieur, une tempête rageait. Comment payer les médicaments de Léa maintenant? Comment affronter cette marée de racisme qui la submergeait, la réduisant à un stéréotype, la femme noire ambitieuse piégeant un homme blanc, riche? Jean-Baptiste, refusant de laisser Amara affronter seule cette tourmente, agit avec la détermination d'un capitaine en pleine tempête. Il organisa une conférence de presse dans les salons opulents de son siège social, face à une horde de journalistes avides. Vêtu d'un costume sombre, il se tint droit, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Ma relation avec Amara Diop est personnelle et sincère. Elle n'est pas une femme de chambre pour moi, mais une femme exceptionnelle, courageuse et intelligente. » Les flashs crépitèrent, mais les questions fusèrent comme des flèches empoisonnées. « N'est-ce pas un risque pour votre empire, monsieur de Courcy? Une liaison avec une immigrée pourrait ternir votre image. Ou pire, comment réagissez-vous aux accusations de racisme inversé, où une Africaine profite du système français? » Jean-Baptiste serra les dents, défendant Amara avec ferveur, mais chaque mot semblait amplifier le scandale.
exposant davantage les préjugés sociétaux sur les unions mixtes en termes de classe et de race. Le point culminant vint avec l'invitation impérieuse d'Éléonore de Courcy, dans son appartement somptueux de la place des Vosges, entouré de toiles de maître et de meubles empire. La matriarche attendait, élégante et impitoyable comme une reine en exil. Amara arriva, vêtue de sa plus belle robe simple, le cœur battant. Éléonore l'accueillit avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Asseyez-vous, ma chère, du thé mariage frère ?» La conversation débuta courtoisement sur Paris et ses charmes, mais vira rapidement au scalpel. « Amara, vous êtes maroc charmante, vraiment. Mais comprenez-vous les implications? Mon fils est l'héritier d'un legs français pur. Une femme comme vous, d'origine africaine, issue d'un milieu modeste, pourrait détruire cela. » Amara se raidit, sentant le racisme couler comme du venin. « Comme moi, parce que je suis noire ou pauvre. » Éléonore ne s'y a pas, sa voix suave mais tranchante. « Les deux, ma chère, la société ne pardonne pas. Pensez à votre sœur, à votre vie tranquille. Ce scandale la met en danger. Et Jean-Baptiste, il perdrait tout, contrat, respect, héritage. L'amour est un luxe que les gens comme nous, ou comme vous, ne peuvent se permettre. » Amara bouillonnait intérieurement, ses poings serrés sous la table. « Je n'ai rien demandé. J'aime votre fils pour qui il est, pas pour son argent. » La confrontation s'enflamma. Éléonore évoqua des diables exotiques, ruinant les dynasties. Amara riposta sur l'hypocrisie d'une élite raciste, défendant sa dignité, avec une passion qui fit vaciller la matriarche. « Vous me jugez sur ma peau, pas sur mon cœur, mais je ne briserai pas votre monde. C'est lui qui me brise déjà. » Les mots volèrent, chargés d'émotion, jusqu'à ce qu'Amara se lève, tremblante mais résolue, laissant Éléonore seule avec ses certitudes fissurées. Ce soir-là, Amara rentra à Montreuil, l'âme en lambeaux, assaillie par des pensées tourmentées. Jean-Baptiste l'appela, jurant de la protéger, mais elle savait que le gouffre s'élargissait. Le scandale n'était pas qu'une tempête passagère, c'était un mur insurmontable, érigé par des siècles de préjugés. La nuit parisienne enveloppait la gare de Lyon d'un voile sombre et oppressant, les lumières des quais clignotant comme des yeux accusateurs dans l'obscurité. Amara Diop se tenait là, au milieu du tumulte des voyageurs pressés, serrant la main de sa petite sœur Léa avec une force désespérée. Leurs valises usées, remplies à la hâte de vêtements modestes et de quelques souvenirs, gisaient à leurs pieds comme un symbole de défaite. Les heures précédentes avaient là été un tourbillon de chaos. Après la confrontation avec Éléonore, Amara avait passé la journée à affronter l'assaut incessant des médias. Des reporters avaient forcé sa porte à Montreuil, hurlant des questions vicieuses sur sa conquête d'un héritier français, la traitant de parasite africain, venu voler les richesses d'un autre monde. Les réseaux sociaux débordaient de haine, des menaces anonymes, des insultes raciales qui la réduisaient à sa peau sombre, à son accent étranger. « Rentre chez toi, sale immigré », lisait-on partout, comme un chœur infernal. Amara avait tenu bon pour Léa, dont les yeux innocents brillaient d'inquiétude. « Pourquoi on part, grande sœur ?» avait demandé la petite, sa toux asthmatique résonnant dans l'appartement exigu. Amara avait souri faiblement, caressant ses cheveux. « Pour un nouveau départ, ma chérie, loin de tout ça. » Mais intérieurement, elle se brisait. L'amour pour Jean-Baptiste, si pur et inattendu, était devenu une chaîne qui l'étranglait. Elle l'aimait, oh oui, avec une intensité qui la consumait, mais cet amour exposait Léa au danger, des appels menaçants à l'école, des regards hostiles dans la rue. Et elle-même, les attaques racistes la lacéraient, ravivant des blessures d'enfance au Sénégal, où la pauvreté l'avait déjà marquée. « Je ne peux pas gagner contre eux », murmura-t-elle pour elle-même, fixant les rails qui s'étendaient vers l'inconnu. Jean-Baptiste, de son côté,
luttait contre un océan de fureur. Dans son penthouse, il avait confronté sa mère par téléphone, sa voix tremblant de rage contenue. Comment avez-vous osé lui parler ainsi, la juger sur sa peau, sur son origine? Éléonore, depuis son salon aux meubles anciens, avait répondu avec une froideur aristocratique: « Je protège notre lignée, Jean-Baptiste. Cette fille est un risque, une Africaine pauvre qui attire les scandales. Pense à l'Empire, à notre nom. » Il avait raccroché, le cœur en feu, rejetant pour la première fois les chaînes dorées d'or de son héritage. « Je refuse ce monde, si c'est pour la perdre, » se jura-t-il, courant vers Montreuil dans sa voiture de luxe, ignorant les flashs des paparazzis qui le suivaient gannés comme des vautours. Mais Amara avait déjà pris sa décision. Tandis qu'elle emballait leurs affaires, un coup de fil anonyme l'avait achevé. Une voix masculine, probablement un allié d'Éléonore, susurrait des menaces voilées. « Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Restez avec De Courcy, et votre sœur en paiera le prix. L'Afrique vous attend. » Les mots, chargés de racisme pur, l'avaient imi fait trembler. C'était la goutte d'eau. Elle ne pouvait risquer Léa pour un amour condamné par la société. Les larmes coulaient, tandis qu'elle les écrivait un billet simple sur un papier froissé. « Pardon, soyez heureux. » Elle le glissa sous la porte de Jean-Baptiste, imaginant son visage quand il le trouverait. Son cœur se déchirait. Elle revoyait leurs promenades, ses rires, ses confessions. Mais l'amour vrai, pensait-elle, exigeait parfois le sacrifice suprême, renoncer pour protéger l'autre. À la gare, l'air était lourd d'humidité et de regret. Amara guida Léa vers le quai, évitant les regards curieux des voyageurs. « On va au sud, ma puce, vers le soleil et la mer, » murmura-t-elle, forçant un sourire. Léa, excitée malgré sa fatigue, babillait sur les plages imaginaires. Mais Amara sentait le poids du monde, les attaques en ligne qui la pourchassaient encore sur son téléphone, les murmures des passants qui la reconnaissaient dans de la photo virale. « C'est elle, l'Africaine avec le milliardaire », chuchota une femme, son ton dégoulinant de mépris. Amara releva la tête, défiant du regard, mais intérieurement, elle s'effondrait. C'était pour cela qu'elle partait, pour retrouver sa dignité, pour offrir à Léa une vie sans ombre raciale, sans le fardeau d'un amour interdit. Jean-Baptiste arriva trop tard à Montreuil, trouvant l'appartement vide, le billet sur le sol comme un poignard. Il le lut, les larmes brouillant sa vue pour la première fois depuis des années. « Amara !» gémit-il, s'effondrant contre le mur. Il appela des contacts, fouilla les rues, mais elle avait disparu dans la nuit parisienne. Son monde s'écroulait. Il rejeta les appels de sa mère, ignora les réunions d'affaires, errant comme un fantôme. Pour la première fois, il questionnait tout, son privilège, les préjugés qu'il avait inconsciemment portés. « Je la retrouverai », se promit-il, mais au fond, il savait que son départ était un acte de courage qu'il ne pouvait défier. À bord du train filant vers le sud, Amara serra Léa contre elle, regardant Paris s'éloigner dans l'obscurité. Les lumières de la ville scintillaient comme des adieux, et elle murmura un dernier « Je t'aime » au vent. Son sacrifice était complet. Elle avait choisi la paix, la lutte pour sa propre valeur, contre un amour empoisonné par le monde. Mais dans son cœur, une étincelle persistait. Peut-être, un jour, le destin les réunirait-il. Et vous, chers auditeurs, si cette histoire vous captive, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des chapitres suivants. Partagez vos impressions en commentaire et dites-nous d'où vous venez. Restez connectés pour la suite de ce destin croisé sous les lumières de Paris. 2 années s'étaient écoulées comme un fleuve tranquille, emportant avec elles les tempêtes du passé vers des horizons oubliés. Nice, perle de la Côte d'Azur, baignait dans la lumière éclatante d'un matin d'été. Ses rues de pavés vibrant au rythme du marché de Cours-Saleya. Les étals débordaient taches de fleurs multicolores, de fruits juteux et d'épices parfumées. Un kaléidoscope de vie
où les rires des vendeurs se mêlaient aux cris des mouettes, survolant la Méditerranée. Jean-Baptiste de Courcy, désormais un homme marqué par le temps, errait seul parmi la foule. À 37 ans de temps, il était toujours à la tête de son empire du luxe, mais une ombre persistante voilait son regard. Les voyages d'affaires l'avaient liam conduit ici, pour une réunion avec des partenaires italiens, mais son esprit vagabondait ailleurs. Depuis le départ d'Amara, il avait cherché en vain. Détective privé, appel discret, rien n'avait révélé sa trace. Il avait changé, plus introspectif, moins impitoyable, apprenant à questionner les préjugés qui avaient empoisonné son monde. Pourtant, la douleur subsistait, un écho sourd dans son cœur, rappel de l'amour sacrifié sur l'autel des conventions. Il flânait sans but, son costume léger contrastant avec les tenues décontractées des touristes, quand un parfum familier le frappa. Un mélange de cannelle et de vanille, évocateur de pâtisserie sans pâtisserie chaude. Il tourna la tête vers un petit étal niché sous un auvent rayé, orné d'un panneau modeste. Pâtisserie d'Amara, saveur du monde. Son cœur s'arrêta. Là, derrière le comptoir chargé de madeleines dorées et de cannelés croustillants, se tenait elle. Amara Diop, 27 ans maintenant, rayonnait d'une sérénité conquise. Sa robe d'été légère flottait au gré de la brise marine, ses tresses ornées de fleurs fraîches, et son sourire illuminait les clients qui se pressaient pour goûter ses créations. À ses côtés, Léa, 16 ans, svelte et pleine de vie, tendait des échantillons avec enthousiasme, sa toux d'autrefois reléguée au passé, grâce à un air plus clément et à des soins réguliers. Un homme affable, un boulanger local peut-être, aidait Amara à arranger les plateaux, leurs échanges complices, trahissant une amitié profonde, voire plus. Jean-Baptiste se figea dans la foule, invisible parmi les acheteurs. Le temps sembla suspendu. Il la dévorait des yeux, notant chaque détail, la courbe assurée de ses épaules, la lueur de fierté dans son regard, la façon dont elle riait avec Léa. Elle avait réalisé son rêve, une petite pâtisserie, fusion de saveurs sénégalaises et françaises, bâtie de ses mains, loin des ombres parisiennes. Pas de luxe ostentatoire, mais une vie authentique, conquise contre les vents contraires du racisme et de la pauvreté. Il se rappelait ses larmes, ses combats, et une vague d'émotion le submergea. Admiration pour sa résilience, regret pour ce qu'ils avaient perdu. « Elle a gagné », murmura-t-il pour lui-même, le cœur serré par une joie amère. Mais le conflit intérieur éclata comme une tempête intérieure. Il pouvait s'avancer, prononcer son nom, raviver les flammes éteintes, imaginer son regard surpris, peut-être joyeux, le tenter comme un fruit défendu. « Et si elle m'avait attendu ?» se demanda-t-il, les poings serrés. Pourtant, les souvenirs affluaient, les scandales, les insultes raciales qui l'avaient brisé, la pression de sa mère qui avait tout empoisonné. S'il approchait, il risquait de rouvrir les plaies, d'apporter avec lui l'ombre du passé, les médias, les jugements, le gouffre entre leurs mondes. Elle avait choisi la liberté, la paix, une existence où sa peau n'était plus un fardeau, où Léa pouvait s'épanouir sans peur. Je l'aime assez pour la laisser partir, pensa-t-il, une larme solitaire glissant sur sa joue, masquée par la foule. Le climax de son tourment survint quand Tamara leva les yeux, balayant le marché d'un regard distrait. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant. Où l'avait-il imaginé? Elle fronça légèrement les sourcils, comme effleurée par un souvenir fugace, puis se tourna vers un client, son sourire intact. Jean-Baptiste recula, le souffle court, luttant contre l'impulsion de courir vers elle. Non, il ne la perturberait pas. Elle avait vaincu les démons qu'il avait indirectement invoqués. Le racisme insidieux, les barrières sociales, la solitude d'une immigrée en quête de dignité. Lui, en revanche, portait encore les chaînes de son héritage, apprenant tardivement à les briser.
Cette rencontre fortuite n'était pas une seconde chance, mais une clôture, un adieu silencieux qui honorait son courage. Il s'éloigna lentement, se fondant dans la marée humaine, le marché bourdonnant derrière lui comme un hymne à la vie renaissante. Debout au bord de la promenade des Anglais, face à la mer turquoise, il murmura dans le vent « Sois heureuse, mon amour, sois heureuse ». Les vagues emportèrent ces mots, emportant avec elles le poids des regrets. Jean-Baptiste rentra à Paris, transformé, portant en lui la leçon ultime. L'amour vrai n'emprisonne pas, il libère. Amara, de son côté, continua sa journée, ignorant la présence fantôme qui l'avait effleuré, son cœur en paix dans ce havre conquis par sa seule force. Et voilà, l'histoire d'Amara et Jean-Baptiste s'achève sur une note douce amère, entre sacrifice, résilience et amour libéré. Qu'en pensez-vous? Cette histoire d'amour, défiant les barrières sociales et les préjugés, vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions en commentaire. Que ressentez-vous pour Amara, pour Jean-Baptiste ou pour ce monde qui les a séparés? Dites-moi nous aussi d'où vous venez, Paris, Nice ou ailleurs dans le monde. Un immense merci à vous, nos auditeurs, pour avoir suivi cette aventure émouvante avec nous. Votre soutien nous inspire à raconter d'autres récits captivants. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles émotions sous les étoiles de la France.